l'a dit, monsieur, commençons avec cette maudite fin de semaine du repêchage-là. Là, d'ailleurs, là. Ben, je pense qu'on peut dire la semaine au grand complet, là. Oui, ça a été une grosse semaine, hein, mais si tu as un bon cas de figure, on peut arrêter le repêchage décentralisé? C'est fini, là? On peut... Écoute, il faut que je le donne, là. Je vais le donner au moins à la Ligue nationale. C'était moins pire cette année. Au moins, on n'avait pas les entrevues Zoom en tant que telles. Puis les célébrités qui misprononcent des noms à coucher dehors. Ça, pour moi, la Ligue nationale, là, au moins, c'est amélioré un peu là-dessus. OK, on va oublier l'affreuse annonce de Justin Bieber pour Gavin McKenna, mais bon, ça, c'est... Honnêtement, là, t'attends toute ta vie, là, puis tu sais, on s'entend, là, Gavin McKenna, malgré tout le bruit qu'il y avait autour de lui, là, il le savait, là. Tu sais, je pense que c'était écrit dans le ciel qu'il allait finir premier overall. Je pense que ça fait quoi, 4 ans qu'on parle de lui comme un gars qui allait sortir le premier de sa cuvée. T'attends toute ta vie, puis t'as ça comme annonce. C'est genre, pourquoi? Et après, t'as le vidéo d'Austin Matthews, mon Dieu, que de passion. En otage? Qui avec, ben, je sais pas, est-ce qu'on a vu un pistolet quelque part? Non, il était derrière la caméra, il pointait dans sa face, c'était hors champ, fait qu'on pouvait pas le voir. Ah, c'est ça qu'ils appellent un micro-shotgun. Oh! C'est ça. OK. Honnêtement, il y a certains points que la Ligue nationale, c'était moins cringe cette année, mais c'est vrai que le concept en tant que tel, là, ça lève pas. Là. C'était moins pire, mais c'était pas meilleur. C'est l'affaire, puis écoute, la première ronde a roulé un petit peu. Moi, il y a la chose qui m'a le plus énervé, l'année passée, des entrevues Zoom qui étaient terribles, là, la chose qui m'a le plus énervé cette année, OK, là, pourquoi quand une équipe s'avance au repêchage? Okay? Pourquoi quand ce scénario-là arrive, OK, on descend 3 minutes, il y a un autre 2 à 3 minutes de temps mort qui n'existe pas. Après ça, on vient annoncer la transaction et après ça, on reprend le 3 minutes au complet. C'est interminable pour eux. Ça, ce bout-là est vraiment, vraiment pénible. Et le pire, c'est que c'est même pas le vendredi soir que ça a été le pire, ça. C'est les rondes de A7, sérieusement, il faut être un peu faut soit travailler là-dedans ou être un peu crazy pour écouter ça. Et c'est l'enquête. Quatrième ronde en particulier, là, c'était épouvantable à quel point il n'y avait aucun rythme. On a eu des cas de 3 minutes, une longue pause, un autre 3 minutes complet en quatrième ronde. À un moment donné, si tu veux faire les rondes 2 à 7 en une journée, ça ne peut pas durer 5h30 comme ça a duré hier. Il faut que ça fasse un peu plus que ça. Et le fait d'avoir la proximité dans les repêchages en présence, c'était moins un problème, c'était moins un enjeu. C'est long repêchage-là qui s'éternise. Mais écoute, je veux dire comme toi, c'est vrai que la présentation des joueurs le premier jour, c'est un peu moins épais. J'ai pas détesté. Gros fan dans Metro Murray ici, fait que quand Kobe Smulders est venu annoncer le choix des Canucks, mon cœur a été gagné. Mais sinon c'était long. Mais le seul point que je vais ajouter que j'ai vraiment moins aimé pour la soirée de vendredi, là, tu sais, la manœuvre de terroriste de peser sur le bouton pour annoncer des trades au 6e rang alors que l'équipe qui repêche n'est pas dans la liste des équipes repêchées, là. Tu sais, quand ils ont annoncé l'échange de Dorofeyev puis un autre, là, au 6e pick, moi, j'étais debout, j'étais en train de crier dans mon appart, j'étais en fait « Oh shit, on va avoir un trade top 6. » Finalement, non. Le lendemain, ça s'est amélioré parce qu'à chaque fois que ça arrivait, on précisait avant que l'échange n'avait rien à voir avec le choix en question. Mais je pense qu'on décide de recréer le fameux moment à Montréal où est-ce que tout le monde pensait que le Canadien remontait 4e pour aller chercher Shane Wright après qu'il ait glissé. Là. Je pense que c'est ça qu'on a comme essayé de créer en gardant un petit mystère avec ça. Mais c'était... Non, c'est au total 10 heures de repêchage en 2 jours. C'était une aventure. Ouais. Oui. En tout cas, j'espère que le samedi, tout le monde présent avait le dîner au moins de compris. Là. En tout cas, dans la GMQ, il refile le dîner. Alors, j'espère qu'il l'avait dans la Ligue nationale, là, en plus avec le budget de la Ligue nationale. Parlons-en d'autres du Canadien, messieurs, parce que c'était le talk of the town, un peu. Hein? On a passé un peu toute la semaine à se dire, puis la semaine passée, sur ce même programme, on s'est posé la question, est-ce que Michael Leach termine la semaine à Montréal? Oui, il a terminé la semaine à Montréal. On s'est dit, tu sais, l'état-major, c'est pas pointé au combine. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de repêcher non plus. Ben, finalement, ça a donné que le joueur en question n'était pas au combine non plus. Puis en soi, il n'y a pas, finalement, la grosse transaction n'est pas arrivée encore. Je veux dire, il y a encore une ouverture de marché des joueurs autonomes à faire.
Mais je vous pose la question, messieurs, on ressort de cette fin de semaine, de cette semaine précédant le repêchage, et ainsi de suite, là, appelez ça comme vous voulez. Là. Le Canadien nous a-t-il laissé sur notre faim? Mais oui, je pense qu'avec tout ce qu'on s'attendait de la part. Le fait qu'on ait repêché en fin de première ronde, c'est un peu un échec en soi, dans le sens où le Canadien voulait vraiment échanger ce choix-là, voulait s'améliorer dès maintenant. À ce niveau-là, je pense que oui. Je pense que Pugachev, autant c'est un gars qui cadre avec le Canadien, qui fit avec Demidov, Zarovski et tout. Je pense que ça, c'était un peu l'option de le bouton Break in Case of Emergency. Là. Je pense que c'était plus ça que le cas de Pugachev à Montréal. Si jamais on n'y arrive pas, ben au moins, on peut juste s'accrocher à ce temps-là, un joueur qu'on aime bien, qui risque de chuter jusqu'à la fin de la première ronde. On s'est avancé pour le sélectionner. Mais je pense que si tu avais demandé honnêtement à Kent Hughes, pas devant les médias évidemment parce qu'il aurait caché son jeu, mais si tu avais demandé honnêtement à Kent Hughes et à Jeff Gorton avant le repêchage, est-ce que tu aimerais repêcher avec Chola ou tu aimerais l'échanger? J'aurais été extrêmement surpris qu'on me réponde qu'on aurait voulu repêcher. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, on nous a laissé sur notre fin. Là, maintenant, la question, est-ce qu'on va se reprendre? C'est encore possible. C'est pas parce qu'on n'a pas fait de transaction le jour du repêchage qu'on ne peut pas en faire dans les prochains jours. Repensez à la transaction Logan Mayhew à Carey Bolduc l'an passé qui était arrivé le 1er juillet. Mais on sait que le repêchage pour cette administration-là, c'est souvent un moment qui est encerclé comme un moment où est-ce qu'on complète des transactions, que ce soit Dak, que ce soit Newhook, que ce soit Noah Dobson l'an passé. C'est souvent là qu'on complète des grosses transactions. Est-ce qu'on a encore le temps d'en faire une dans un marché où est-ce qu'il n'y aura pas vraiment de 1er juillet sur le marché de l'autonomie, ou est-ce qu'il va y avoir peut-être plus de transactions? Ça, c'est pas impossible. Puis, je pense que moi, j'aurais aimé ça faire un sondage, mettons, le matin du repêchage. Là. Le vendredi, ça. Oui, le vendredi matin. On va dans la rue, on fait un vox pop. Mettons, imaginons, il y a genre un rassemblement au Centre Bell pour écouter le repêchage. On s'en va le vendredi matin, puis on demande, hey, le 28e choix, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va arriver? La grande majorité aurait dit il va être échangé. Avec raison, il faut bien comprendre. C'est ça, c'est très raisonnable. Il y a une petite marge qui dirait bon, on va repêcher avec. Je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec, puis dans toute la Ligue nationale, qui suit le Canadien, qui disent non seulement ce choix-là va être sélectionné, mais le Canadien va repêcher pour monter puis aller repêcher un joueur. Je pense que, encore plus, ça fait juste rajouter sur le fait que, des fois, on aura bien beau spéculer, on aura bien beau prédire, on aura dire n'importe quoi juste pour essayer d'essayer de prédire l'avenir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il n'y a personne qui aurait pu prédire que Montréal aurait repêché en haut pour aller chercher. Non, ben, écoute, moi, s'avancer pour repêcher, je crois que j'en avais parlé sur le show la semaine passée, comme, je m'attendais à ce qu'on complète une transaction quelconque, puis bon... Mais ça aurait été plus pour descendre que monter, je pense qu'on se serait entendu. Ah, moi, tu vois, on l'a vu aussi que cette organisation-là, surtout dans un stade où est-ce qu'on a on a des besoins plus précis. Puis ça, c'est un truc qui est revenu avec Kent Hughes tellement souvent dans son point de presse de vendredi soir. Le Canadien est à une étape où est-ce qu'on n'est plus juste au point d'acquérir du talent juste pour acquérir du talent. On a des besoins maintenant très spécifiques, puis ça fait en sorte qu'on cherche des joueurs très spécifiques pour combler ces besoins très spécifiques-là. Fait que, tu sais, Pugachev, on l'a bien vu pendant les séries, surtout contre les Hurricanes, ça a brassé, c'était du jeu physique, puis on a senti que le Canadien était peut-être un peu brûlé, puis on n'avait pas vraiment ce gars-là qui était là pour brasser la cage. Pugachev, s'il atteint son plein potentiel, watch out, c'est ce genre de gars-là. Là, c'est un phénomène physique. Là. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui ont circulé. Là. Ce gars-là frappe comme un train. Ça n'a aucun sens à quel point ce gars-là frappe. Et ce qui est encourageant aussi, il est actuellement en Floride pour le repêchage avec le camp Gold Star, qui, d'ailleurs, de plus en plus représente beaucoup de clients du Canadien. Là, Zarovski, Demidov. La filière russe, on est en train de devenir les Cavalos des années 2010. Oui, exact, absolument. Okay, mais c'est un point aussi. C'est un point intéressant que j'entendais beaucoup circuler. C'est comme quoi, ben, le fait qu'il y a une guerre qui se donne avec la Russie, la guerre en Ukraine, ça fait en sorte que ben, ce n'est pas toutes les équipes qui sont capables de déployer des ressources en Europe et dans ces équipes-là. Puis je veux dire, le fait que Bobrov soit là, il a pas mal le laissé passer où il veut en Russie. Il a travaillé à tous les niveaux en Russie, ce gars-là. Ouais. Profite d'un certain avantage que les autres équipes n'ont pas, que d'aller repêcher les jeunes. Alors, est-ce qu'en même temps, est-ce que ça veut dire que
eux, en soi, sont mal évalués, dans le sens que peut-être qu'on les sous-estime, peut-être que c'est ça, mais il faut voir. Mais il faut quand même pas trop s'emballer, j'ai l'impression. Il ne faut pas non plus commencer à dire que, bon, avec Gleb Pugachev, on s'attend à ce que dans 3 ans, c'est Tom Wilson qui débarque avec le Canadien. Je veux dire, même c'est le Tom nom Wilson qui a été donné. Ben oui. Puis tu sais, Tom Wilson, ça a pris je ne sais pas combien d'années avant qu'il développe en ce qu'il est en ce moment, parce que la première saison que Tom Wilson s'est mis à marquer 20 buts, je me rappelle encore, Tom Wilson, 20 buts, hein, ouais. Ouais. Tom Non, Wilson, c'est arrivé un peu de nulle part. Puis, tu sais, pour moi, tu sais, il faut aussi prendre en compte qu'aussi, c'est rare que le Canadien aussi monte pour aller chercher dans les dernières années. Tu sais, oui, il y a eu Michael Age il y a 2 ans maintenant. Oui, puis Zaïch puis Zarovski, c'était avancé un petit peu en début. Mais tu sais, je pense que la dernière fois avant ça, c'était quoi? C'était Jarrett Tenordi en 2010? Tu sais, ça dépend si c'est exclu en première ronde. Oui, c'est juste en première ronde, là, je parle, mettons, pour aller chercher le premier choix puis tout ça. Puis écoute, moi, je suis un petit peu plus vieux que vous autres. Moi, je me souviens le hype un petit peu plus que le CH en 2013 quand on avait Michael McCarron, qu'on était genre, hey, gros bonhomme, frappe tout ce qui bouge, puis tu sais, ça va être comme notre futur attaquant de puissance là-dessus. Moi, j'ai encore un petit peu un PTSD là-dessus, fait que c'est pour ça que moi, je suis un petit peu plus ancré au sol dans le cas de Gleb Pugachev, mais c'est vrai que quand tu regardes les faits saillants sur Internet qui ont passé après le repêchage, t'es comme ouh! C'est incroyable. J'ai rarement vu un espoir frapper autant que ça. Aux yeux de bien des gens, c'était l'espoir le plus physique, même le plus violent, entre guillemets, de cet espoir de cette QV-là. Et quand tu regardes les images, tu comprends assez facilement pourquoi. Autre avantage aussi, ce qui est cool pour lui, c'est là, il est en Floride en ce moment. Il ne retournera pas tout de suite en Russie. Le plan, c'est de l'amener au camp de développement et il veut peut-être même rester un peu plus longtemps. On sait qu'il y a des Midov et Zarovski passent une partie de l'été à Montréal ensemble pour s'entraîner. Pugachev aimerait possiblement passer une partie de l'été à Montréal avec eux aussi. Il connaît bien d'ailleurs des Midov et Zarovski. Et ce qui est intéressant, c'est que Pugachev racontait en entrevue dans un média russe que le Canadien, lui, quand on lui a parlé, Bobrov lui a parlé au camp Gold Star et il envisageait déjà un trio tout russe. Ce qui est intéressant parce qu'en ce moment, on voit les trois comme des alliés. Mais on voit peut-être plus Zarovski au centre de ce trio-là. Zarovski joue un peu au centre en Russie. Fait intéressant de voir qu'on a vanté déjà un peu. On a réchauffé Pugachev à l'idée d'un trio complètement russe. Là. Quelque chose comme genre Pugachev, Zarovski, Demidov. Puis là, d'ailleurs, Zarovski était justement à cette espèce de camp la troupe Dan Milstein, on va dire ça de même, là, de Gold Star. Puis là, d'ailleurs, il y a peut-être un autre nom russe duquel on va parler un peu plus tard. Mais au bottom line, OK, on parle quand même d'une déception. Pop, toi, tu te retrouves déçu quand même aussi. Non, pas une déception, mais tu sais, je fais juste tempérer le hype de mon côté. De là à dire que ce gars-là sera rien ou non. Mais de manière générale, là, je parle là, du fait qu'il n'y a pas eu la grosse transaction pour le deuxième joueur de centre jusqu'ici. Ben, moi, de la façon que je voyais, tu sais, j'étais... Tu sais, faut pas oublier une chose, là, tu sais, quand on parle d'heureux ou de déception, tu sais, c'est tout le temps à base de partisans. Des fois, on a un peu nos lunettes sentimentaux de se dire, ben là, s'il n'y a pas de transaction, tu sais, des fois, il y a le rush de dopamine qui vient avec cette transaction-là, puis finalement, qui vient pas, qui cause un peu cette frustration-là. Mais moi, ce que je voyais ça depuis le début de cette semaine-là, c'est quoi le mantra que l'administration Jeff Gorton, Kent Hughes dit depuis qu'ils sont arrivés? Si on fait une transaction, c'est parce qu'il y a un but derrière ça, puis c'est pas échanger pour échanger. Puis là, c'est le meilleur. Cette semaine, c'était le meilleur test de voir est-ce qu'on conserve ce mantra-là ou justement le succès des dernières séries éliminatoires-là fait qu'on va sortir de ce plan-là. J'en suis tombé sous la pression du fait que d'autres équipes. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te sens vraiment dans la pression de. Oui, il y a aussi les autres équipes de l'Atlantique qui s'améliorent un peu. Oui, il y avait aussi cette pression-là, mais toute cette pression partisane-là de dire hey, il faut faire quelque chose pour faire quelque chose. Là. Je vais juste dire quelque chose, puis après ça, on passera au prochain sujet. C'est une philosophie qui se défend et tout, mais à un certain moment donné, il va falloir que Jeff Gorton tire des leçons de ce qui s'est passé avec les Rangers. On n'a jamais fait le move dont on avait besoin pour aller chercher. Avec les Rangers, c'était du jeu physique. C'est beau d'être prudent et d'attendre d'être dans une situation de force, mais à un moment donné, si tu veux aller chercher des bons joueurs, il faut que tu te mettes en danger, que tu fasses le risque de surpayer pour un gars. Quelqu'un a dit qu'il est prêt à le faire.
pour le bon. On est prêt à surpayer pour un gars qui fit avec nos besoins. C'est bien beau de le dire, mais il faut le faire maintenant. Puis, qu'il ne l'ait pas fait là maintenant, c'est correct, mais la date limite, il n'y a rien eu. Le repêchage cette année, il n'y a rien eu. Peut-être que cette semaine, on va faire une immense transaction. On va faire un show spécial, puis on va dire Wentworth, puis on va revenir tout de suite à ça. Là, mais c'est bien beau de le dire, puis c'est beau d'être patient, mais à un certain moment donné, il va falloir qu'on soit prêt à y aller. C'est pas juste de le dire, il faut que tu le fasses. Parce que tu n'entames quand même pas une entre-saison avec l'idée d'être une moins bonne équipe l'année prochaine. Vous avez qu'à parler à toutes les équipes de l'Atlantique qui se sont améliorées sur papier, on aimerait dire. À regarder les deux équipes en Floride, surtout avec les Panthers, avec Brady Tkachuk qui est maintenant là. Et le retour de Barkov aussi après une année de blessure. Ben oui, puis Barkov qui va revenir. Ottawa, on s'attend quand même à ce qu'il y ait quelque chose, mais c'est quand même pas une équipe bien méchante non plus. Toronto avec le premier show au total. Je veux dire, l'Atlantique, ça va recommencer à bardasser. Puis la première place est tout sauf assurée pour les Canadiens et ses heureux partisans.